Nous recevons Juliette Méadel. Juliette Méadel, bonjour, bienvenue. Bonjour Christophe. Vous êtes chef de file de l'opposition d'Hiver Gauche à Montrouge. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. On va en parler bien sûr des victimes des attentats. Un mot sur ce Omicron, sur cette 5e vague. Vous dénoncez dans votre livre un impérieux besoin d'agir pour en finir avec l'impuissance politique. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous dénoncez dans votre livre le recours intempestif aux ordonnances de la part du gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Mais quand on voit la rapidité de cette 5e vague, on se dit heureusement qu'il y a les ordonnances pour être efficaces. Oui, alors il faut quand même dire que, expliquons 2 secondes ce que c'est qu'une ordonnance. Quand le gouvernement légifère par ordonnance, ça veut dire que le Parlement n'a pas beaucoup son mot à dire. Ça peut être acceptable quelques mois, sauf que là, ça a duré plus d'1 an et demi. Et ça dure jusqu'au 31 juillet. Ça dure jusqu'au 31 juillet, et est-ce que c'est pour ça qu'on est plus efficace? Pas certain. Regardez, là, on est en train de voir qu'on va peut-être avoir une 5e, voire une 6e vague. Qu'est-ce qui compte? C'est pas que on empêche le Parlement de délibérer, c'est surtout que on soit capable d'anticiper, qu'on soit capable de prévoir, qu'on soit capable d'agir. Là, la vraie question, ça va être les frontières. Est-ce que on va continuer à laisser les frontières ouvertes? Il y a un enjeu considérable. Pour prendre ce type de décision-là, nous ne sommes pas obligés de mettre le Parlement sous cloche. Vous vous êtes occupé des victimes dans le dernier gouvernement du quinquennat François Hollande, et puis Emmanuel Macron est arrivé et les structures se sont délitées, ça a été abandonné. Vous dites pourtant la Startup Nation était compatible avec l'État-nation, protecteur et réparateur. Pourquoi Macron a-t-il minoré l'aide aux victimes? Écoutez, je ne sais pas, je pense que c'est une question... Pas eu de réponse, ils n'ont pas expliqué. Non, je crois que c'est une question qu'il faudrait lui poser. D'abord, il y a une raison qui est, à mon avis, une raison assez idéologique, qui consistait à dire l'aide aux victimes, c'est François Hollande, c'est Manuel Valls, c'est nous qui l'avons mis en place, là à gauche. Allez, on tourne la page, on laisse tomber. Deuxième sujet, l'aide aux victimes, c'est quoi? C'est surtout de dire l'État doit être là pour protéger, pour accompagner, faut investir dans la santé, dans la protection dans les territoires, lutter contre la radicalisation, mettre massivement des moyens dans la justice, investir dans l'accompagnement psychologique, dans le logement, dans la santé. Vous voyez ce que je suis en train de dessiner? C'est un État présent, un État qui a des moyens, un État qui protège. Et ça, c'est pas très compatible avec ce social-libéralisme qui le caractérisait et qui le structurait sur le plan idéologique. Mais c'est un État qui dépense aussi, un État qui est pourtant endetté. Non, c'est un État efficace. Moi, je crois beaucoup que, vous savez, l'aide aux victimes, pour prendre cet exemple-là, ça coûtait pas cher. Moi, j'avais une petite équipe de 10 personnes. On a créé un service public entier. Aujourd'hui, actuellement, sur ce sujet, il y a une équipe de 10 personnes qui fait moins que ce que nous faisions. Donc, moi, je crois qu'en réalité, l'État marche bien quand il est bien piloté et quand on est capable de le faire fonctionner sans dépenser trop, ce qui est possible dans l'état actuel des choses. Nous sommes le pays qui indemnise le mieux les victimes, vous le démontrez dans votre livre. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans le culte de la victime, la reconnaissance victimaire? Alors évidemment, pour chacune d'entre elles, c'est essentiel, mais comme modèle de société? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'on a beaucoup de retard dans l'accompagnement de toutes les victimes. Il n'y a pas que les victimes d'attentats, il n'y a pas que les victimes d'infractions sexuelles, il n'y a pas que les victimes de catastrophes. Il y a cette idée que tout un chacun, vous, moi, demain, on peut être victime de quelque chose de tragique, de douloureux. Et l'État est là pour nous aider. Ça ne fait pas de vous une victime à vie, ça fait juste de vous un citoyen qui, à un moment donné, peut avoir un pépin. L'État, il est là pour réparer les pépins. C'est pour ça qu'on paye nos impôts. Donc on attend de lui qu'il soit présent, qu'il soit efficace, et on n'attend pas un État au rabais. Regardez ce qu'on vit là, en ce moment. On a besoin de quoi? On vient de traverser une crise sanitaire, elle menace de revenir. Nous sommes encore sous le joug de la menace terroriste. Il y aura peut-être une crise économique et financière, l'inflation remonte. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Qu'il soit présent. Être présent, ça veut dire être réactif, ça veut dire anticiper. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans la santé? Le nombre d'infirmières, de médecins qui démissionnent. Dans la justice, près de 6000 magistrats aujourd'hui qui sont en train de signer une pétition qui peut-être demain vont se mettre en grève. Des services de police qui, en dépit des quelques moyens qu'ils ont eus, sont mal formés, sont pas suffisamment dotés en matériel. Donc on a un État qui est amputé, qui est abîmé, et c'est ça qui crée aussi une défiance à l'égard du politique. Revenons aux victimes d'attentats. Vous les avez accompagnées, les victimes de 2015, de 2016. Vous racontez dans votre livre qu'au moment de l'arrestation de Salah Abdeslam, quelques mois après le 13 novembre, certaines victimes auraient préféré qu'il fût tué plutôt que jugé. Pourquoi ont-elles eu cette réaction? C'est normal, c'est la réaction qu'on a tous, qui est tripale, instinctive.
Mais c'est une réaction de vengeance contre laquelle il faut évidemment lutter. C'est pour ça que la justice est là. Et heureusement qu'elle est là, parce que sinon c'est la loi de la jungle, c'est la loi du talion. J'étais au moment du procès là, en ce moment, le procès qui se déroule dans le public lorsque Salah Abdeslam s'est exprimé. Ce qui est frappant, c'est que bien sûr qu'il y a une pulsion d'agressivité qu'on a tous, mais la justice, quand elle se déroule, remet de la sérénité et on en a besoin. Ce procès actuel, il est utile ou il est risqué parce qu'il va donner une tribune à ces terroristes? Il leur donne de fait une tribune, mais en même temps, regardez ce qu'il est en train de se passer. Au fil de l'eau, la parole des terroristes, heureusement, s'entend beaucoup moins. Et heureusement, ce qu'on entend, c'est la parole des victimes qui ont témoigné pendant 5 semaines. Et ça sera, à la fin des fins, le triomphe d'un système démocratique sur la barbarie. Vous revenez sur les priorités des Français. En 2012, le terroriste n'y était pas. En 2017, 24% des Français le plaçaient en priorité. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression qu'on s'est habitué? Alors, il y a un risque terroriste, mais on est devenu presque indifférent. Non seulement on s'est habitué alors qu'on ne devrait pas, mais en plus je dénonce la situation actuelle d'un État qui n'est pas assez soutenu, d'un débat public qui ne parle pas assez des questions de sécurité avec une vision qui ne doit pas être la vision de la droite et de l'extrême droite, d'une intervention publique qui devrait être beaucoup plus forte sur les questions de santé. Bref, on devrait parler quand même de la question de la sécurité au sens large dans la campagne présidentielle. Et Emmanuel Macron, qui s'était quand même fait élire sur une promesse de macronisme qui devait être aussi la nation, de ce point de vue-là, n'a pas atteint ses objectifs. On a presque le sentiment que la promesse du macronisme n'a pas été réalisée par Emmanuel Macron. Le risque terroriste peut aussi s'infiltrer par les phénomènes de migration. Vous prônez un guichet unique pour le droit d'asile en Europe. Mais est-ce que votre proposition, c'est pas la fin de la souveraineté française, de cet État-nation? Il y a des sujets sur lesquels on n'y arrivera pas tout seul. On a besoin d'être fort, mais c'est certain que pour la question des flux migratoires, on ne va pas y arriver tout seul. Regardez, on a presque 1000 kilomètres de côte. On a 17 000 douaniers. Est-ce qu'on a assez de monde pour contrôler les frontières? Tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, on doit avoir une police, Frontex, aux frontières extérieures de l'Union européenne qui soit capable de nous aider à engager ce contrôle des allées et venues. Et tant qu'on n'est pas fort sur Frontex, on sera incapable d'y arriver tout seul. Donc, on a besoin d'être à la fois solide sur nos objectifs, contrôler davantage les flux, mais en même temps d'être beaucoup plus fort sur le dialogue européen. Et là, l'Europe, hélas, sur la question migratoire, l'Europe a échoué. Donc, on doit mettre en place ce qu'on appelle des coopérations renforcées à quelques pays. 9 pays. Oui. 9 pays qui s'entendent ensemble et qui sont capables, ensemble, d'avoir une politique migratoire vraiment efficace. Autre risque, autre litanie des victimes, les violences conjugales. Encore une femme victime ces derniers jours de son ancien compagnon. Vous décrivez l'échec des bracelets électroniques. 60 utilisés en un an alors qu'on avait plusieurs milliers à disposition. Pourquoi cet échec? Qu'est-ce qui ne va pas? Que faire? Le quinquennat a raté la lutte contre les violences faites aux femmes. Je le regrette infiniment, mais les bracelets électroniques, c'était l'une des mesures phares. Ça n'a pas été atteint parce que faute de moyens, parce que les commissariats ne sont probablement pas assez formés, parce qu'il manque une vraie volonté politique. Et deuxièmement, regardez le rôle des associations, ce qu'on appelle les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Elles sont insuffisamment dotées. Elles doivent être soutenues. Et la loi, il faut changer la loi sur la question des inégalités hommes-femmes et des violences faites aux femmes. Il faut changer la loi et la procédure pénale. On est resté au milieu du chemin. On reproche aujourd'hui à Marlène Schiappa d'avoir défendu Nicolas Hulot en 2018 alors que de nouveaux témoignages sont arrivés il y a quelques jours. Est-ce qu'on lui fait un mauvais procès? Cette affaire Hulot est tragique parce que quand on écoute les victimes, on est évidemment saisi et c'est glaçant. Mais ça signe aussi une société, la nôtre, qui est archaïque. On avait un homme dans la toute-puissance de sa gloire qui a tranquillement pu abuser de jeunes femmes qui étaient incapables de réagir. Alors, il y a présomption d'innocence et il y a prescription. Exactement. On peut pas lutter contre ça. Exactement. Et tant mieux. Donc, il faut que la justice soit capable d'être saisie. Mais aujourd'hui, les femmes renoncent à porter plainte. Et tout le problème, c'est ça, c'est que ces jeunes femmes n'ont pas porté plainte parce qu'elles se sont dit, finalement, on n'obtiendra rien du tout. Donc c'est un échec de la justice, c'est aussi un échec de notre société qui était archaïque à l'époque, puisque personne n'osait porter plainte. Et s'agissant de la position du gouvernement, moi je regrette en effet que que Marlène Schiappa, qui était ministre des droits des femmes à l'époque, n'ait pas été plus prudente, à tout le moins, sur ce dossier. Parlons politique. Vous avez participé à la campagne de Ségolène Royal en 2007, à celle de François Hollande en 2012.
Pourquoi n'êtes-vous pas au Parti Socialiste? Pourquoi n'êtes-vous pas avec Anne Hidalgo? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai quitté le Parti Socialiste. Enfin, on s'est quitté réciproquement il y a quelques années, puisque j'ai été exclu du PS suite au soutien que j'avais apporté à Emmanuel Macron, soutien que je ne regrette pas dès le premier tour, car j'estimais qu'il fallait aussi faire barrage à l'extrême droite. Et je ne suis plus aujourd'hui en accord avec les orientations du Parti Socialiste. Globalement, je ne vois pas de proposition concrète du PS sur la question de la réforme de l'État, sur la santé qui est fondamentale, sur la sécurité, sur la justice. Je suis persuadée que la faiblesse de notre pays, c'est de ne pas être assez solide sur sa capacité à protéger les Français au sens large. Le PS n'est pas présent sur ces questions-là. Il est en train de se perdre dans des propositions qui sont des propositions, à mon sens, inadaptées. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'abstention, qui est de plus en plus massive dans l'électorat de gauche, risque de favoriser une proposition extrême. Donc je suis une femme de gauche, mais j'attends de voir ce que le Parti Socialiste sera capable de proposer pour les élections présidentielles, et je suis un peu dubitative. Vous décrivez l'ascension de l'extrême droite, vous dites son socle s'est élargi, Le Pen plus Zemmour. Aujourd'hui, ça vous paraît un véritable risque, ou quand vous voyez Zemmour piquer du nez, vous vous rassurez? Non, je trouve que le fait que Zemmour pique du nez suite à une proposition vulgaire ou à un geste vulgaire n'enlève rien à la dangerosité de ses propos. Il a eu depuis des mois des propos révisionnistes, antisémites, racistes, xénophobes, misogynes, et je vous rappelle que dans les derniers sondages, il est toujours le 3e homme de la présidentielle. 3 ou 4 selon le sondage. Donc la menace Zemmour est présente sur le plan idéologique, et quand on additionne les voix d'Éric Zemmour et les voix de l'extrême droite, ça donne quand même un Français sur 2 qui est pour une proposition conservatrice, dangereuse pour la cohésion de notre pays. Juliette Ménadel, un impérieux besoin d'agir pour en finir avec l'impuissance politique, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci, bonne journée. Merci Christophe.